accueillons vraiment avec beaucoup de plaisir dans les studios de l'Institut Fabrice Pauly. Donc, vous êtes inspecteur général et vous venez ici pour une sorte de continuité, puisque nous nous sommes déjà vus donc, pendant le printemps 2020 et cette période de confinement. Nous avons quand même réalisé notre capsule, donc enseigner la grammaire au cycle 2. Et vous aviez à ce moment-là fait des annonces. Donc, nous avions des annonces d'ouvrages à paraître, notamment la terminologie de la grammaire. Donc, vous allez nous en dire un mot. Et nous allons profiter aussi pour poursuivre la réflexion, donc sortir entre guillemets du cycle 2 et arriver au cycle 3 et clarifier un petit peu toute cette analyse grammaticale et analyse de la phrase qui reste assez difficile et qui est parfois même repoussée par les enseignants ou en tout cas, voilà, enfin, on verra qu'il y a encore des choses qu'on peut observer en classe, notamment sur les types de phrases. On voit qu'il y a encore des choses qui persistent comme la phrase exclamative qui est un type et nous verrons que ce n'est pas du tout le cas. Donc, merci à vous d'être ici. On va pouvoir commencer donc, cette première partie sur la terminologie. Et je le disais tout à l'heure, presque enfin, clarifions un peu tout ça. Donc, vous allez nous dire justement, nous parler un petit peu de ce tome 1 qui est paru en juillet et donc nous dire un petit peu justement, vous avez travaillé avec Philippe Monneret, que nous avons déjà eu la joie d'accueillir aussi à l'Institut. Vous étiez intervenus tous les deux il y a 2 ans d'ailleurs, dans 2018. Le premier séminaire. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes tous les deux auteurs de cet ouvrage. Quelle était la finalité? Pourquoi cet ouvrage finalement? Alors, la finalité est très simple. Elle est déjà, je puis dire, temporelle parce que la précédente terminologie datait de 1997 et elle se réduisait alors à une brochure de 30 pages qui n'était pas totalement rédigée, c'était plutôt une suite de notions accompagnées d'exemples. Et dans le cadre des nouvelles directives ministérielles qui prévoient une revitalisation de l'enseignement de la langue et de la grammaire, il a semblé nécessaire de fournir aux acteurs de l'école, c'est-à-dire aux professeurs et aux inspecteurs, un ouvrage qui soit plus dense, plus détaillé, davantage rédigé et qui soit à même de leur apporter dans le cadre d'une auto-formation des éléments qui leur décrivent très précisément les notions qui doivent être utilisées en classe. Donc là, vraiment, la première nécessité était la suivante. Quelque chose de plus détaillé, de plus rédigé, de plus dense. Et alors, pourquoi une seule terminologie grammaticale finalement? Pourquoi ce besoin d'une seule terminologie? Alors effectivement, nous avons fait le choix dans le cadre de ce projet qui s'appelle la grammaire du français, de consacrer un premier tome complet à la terminologie grammaticale. Avant de décrire des notions, il faut d'abord se mettre tous d'accord et savoir ce dont on parle. Et donc, vous le savez, il y a dans l'enseignement de la grammaire des strates. C'est-à-dire que l'enseignement que nous avons reçu est différent de l'enseignement qu'ont reçu nos parents. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction des époques, des différences grammaticales très nettes dans la manière dont la discipline est enseignée. Et cela est très préjudiciable parce qu'imaginez qu'au fil du temps, le nom des opérations fondamentales ait changé de nom, que l'addition devienne l'agglomération, que la soustraction devienne le retranchement. Pour que nous ayons un enseignement cohérent de la grammaire, il est indispensable que les notions soient parfaitement stabilisées et que tout le monde sache ce dont on parle, que ce soit d'une académie à l'autre, d'un cycle à l'autre, d'une école à l'autre. Il est indispensable que les notions soient clairement stabilisées. Donc nous parlions tout à l'heure justement dans le cadre de l'analyse des évaluations internationales de cette nécessité de travailler à la fois en collectif, de cette nécessité de travailler en interdegré. On voit souvent justement des réunions entre enseignants ou des temps d'échange entre enseignants premier et second degré où on ne parle pas toujours le même langage. Donc, et vous le disiez, finalement, depuis un certain nombre d'années, les termes grammaticaux étaient extrêmement différents. Donc on ne se comprenait pas toujours, et les élèves encore moins. C'est-à-dire que le lexique grammatical, il est à peu près stabilisé. En revanche, les professeurs, nous ne l'utilisons pas tous de la même façon, avec le même sens. Et donc, c'était la raison de ce premier tome, un premier tome de remise à plat terminologique. Nous n'avons pas compté notre temps puisque l'ouvrage fait 212 pages, donc c'est un ouvrage assez dense, mais ça a été fait à dessein pour que la première étape de cette série, en somme, soit une série, vraiment soit une partie terminologique extrêmement claire. Voilà. Bon, alors, ne pas décourager les collègues. 212 pages, ça peut paraître justement important comme ça, dans une première approche. Donc, finalement, quelles sont un peu les caractéristiques majeures que vous pourriez donner aux collègues qui n'ont pas encore lu votre ouvrage? Alors, je vais en donner 3. La première, c'est, je l'ai dit à l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'innovation terminologique majeure. Les mots de la grammaire qui sont utilisés dans l'ouvrage sont des mots qui sont connus. Nous nous sommes simplement bornés à la lumière des
des travaux scientifiques les plus récents et du consensus qui peut se faire autour de ces notions, de les stabiliser. Donc c'est la première chose, c'est-à-dire les professeurs ne seront pas surpris en ouvrant l'ouvrage en disant qu'est-ce que c'est que cette terminologie, cette appellation sur une notion précise que je découvre et que je ne connaissais pas. Et alors du coup, est-ce que vous avez eu déjà des premières réactions Oui, sur cette partie-là? Sur le format de l'ouvrage? Oui. Écoutez, plutôt des réactions positives, c'est-à-dire dans la mesure où on nous sait d'avoir présenté quelque chose qui soit complet, c'est-à-dire qui n'est pas exhaustif, parce que la description de la langue n'a pas pour vocation à être exhaustive, simplement pour décrire les faits qui sont attendus, en vertu des programmes qui sont les nôtres. Et donc vous avez 2 niveaux. Voilà, effectivement. Alors donc, comme ce qui peut expliquer également la dimension de l'ouvrage, c'est que nous avons fait le parti pris de tout rédiger, de mettre des tableaux synoptiques, des tableaux récapitulatifs d'exemples. Donc ça, c'était un choix délibéré et c'est ce qui peut expliquer le format de l'ouvrage. Mais l'autre élément, et justement vous venez d'en parler, et c'est extrêmement important, c'est que nous avons fait le choix d'une présentation en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est une présentation simplifiée des principales structures de la langue et le deuxième niveau, c'est une présentation qui est plus approfondie. Mais il ne faut pas croire que le premier niveau, donc la partie la plus courte, est exclusivement dévolue aux professeurs du premier degré et que la deuxième partie est exclusivement dévolue aux professeurs des collèges et des lycées. Les deux parties s'appréhendent en complément, c'est-à-dire je recommande très vivement, nous recommandons la lecture dans un premier temps de la partie la plus brève et ensuite la lecture de la partie la seconde, c'est-à-dire qui est plus longue. Sur le contenu lui-même, donc dans les caractéristiques que vous donnez, vous avez déjà eu des premières réactions, j'imagine. Oui, quelques réactions. Je voudrais vous en présenter quelques-unes. Donc, la première, on va commencer par parler un petit. Disons, pour ne pas trop parler du tome premier et davantage insister sur le projet de cette web radio, je voudrais qu'on redise un petit mot de l'analyse de Jean va à Paris et de l'analyse de à Paris comme complément d'objet indirect du verbe aller. Mais avant d'en arriver à cela, je rappellerai quelques éléments peut-être historiques, en me fondant d'abord sur la terminologie de 1997. La terminologie de 1997 distinguait le COD, le COI, les compléments essentiels du verbe, notamment le complément essentiel de lieu, et les compléments circonstanciels, notamment le complément circonstanciel de lieu. Donc, quand je suis dans une phrase « Jean va à Paris », quelle était l'analyse? Est-ce que c'était un complément essentiel de lieu ou un complément circonstanciel de lieu? Là où cette terminologie me semble complique excessivement les choses, c'est qu'un élève peut avoir dans une même phrase ou au sein d'un court paragraphe le même complément qui est tantôt un complément essentiel de lieu et tantôt un complément circonstanciel de lieu. Donc nous avons décidé d'une remise à plat. Quand nos auditeurs regardent la diapositive qu'ils voient à l'écran, on a proposé la tripartition de la phrase en 3 groupes d'inégale importance. D'une part, les 2 éléments essentiels et qui sont soudés l'un à l'autre et qui sont interdépendants l'un de l'autre, c'est le groupe sujet et le groupe verbal. Et un 3e groupe, le groupe circonstanciel, plus périphérique, dont je parlerai tout à l'heure. Les groupes sujet et le groupe verbal sont dans la phrase déclarative canonique des constituants qui sont indispensables. Et le 3e constituant, le plus facultatif, périphérique, le groupe circonstanciel, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, quand on regarde la présentation dans l'autre diapositive qui est désormais à l'écran, donc avec la phrase qui revient assez fréquemment dans la grammaire, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Nous avons le facteur qui est le groupe sujet, distribue le courrier qui est le groupe verbal, et à 8 heures qui est le groupe circonstanciel. Je voudrais faire un petit focus sur distribue le courrier. Le verbe distribuer a ici un COD, qui est un COD, le courrier, qui est impliqué par le sens du verbe distribuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'après le verbe distribuer, ne se conçoivent que des compléments qui sont compatibles avec le sens de distribuer. Donc, si je dis par exemple Léa mange un gâteau, le gâteau est compatible avec le sens du verbe manger. Mais si je dis Léa mange une voiture, c'est grammaticalement correct, mais ça ne veut rien dire, parce qu'une voiture n'est pas un complément compatible
avec le sens du verbe manger. Alors j'ai une première réaction Oui. justement sur la plateforme d'interaction que nous avons mise en place, où donc un collègue ou une collègue soulève la question du fameux prédicat. Oui, alors si vous voulez bien, je retiens cette question, on en parlera juste un peu après, mais je le retiens. Alors, donc, regardons un petit peu sur la diapositive suivante, le complément d'objet. Donc, je précise bien, aussi bien le COD et le COI sont impliqués par le sens du verbe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est véritablement fondamental. Donc, dans le cas du complément d'objet direct, le verbe est transitif, donc il n'y a pas de préposition. Je mange une pomme ou je bois ces paroles quand on admet le sens métaphorique d'un verbe, mais parole est compatible avec le sens du verbe boire dans ce cas-là. Et un COI, quand on dit je parle à la directrice ou je vais à Paris, sont des compléments qui sont impliqués par le sens du verbe parler ou du verbe aller. Donc quand je vais à Paris, c'est un complément qui est impliqué par le sens du verbe aller, à Paris, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas lieu d'y voir autre chose qu'un complément d'objet indirect, c'est-à-dire un groupe nominal prépositionnel, en l'occurrence, introduit par la préposition à. Et je pense que cette répartition entre complément essentiel du verbe et complément essentiel du verbe, et en l'occurrence complément essentiel de lieu et complément circonstanciel de lieu, loin de clarifier la chose, ne fait que compliquer l'analyse. Donc il vaut mieux parler tout ce qui est direct, c'est un COD. Tout ce qui est indirect et qui nécessite une préposition, c'est un COI. Voilà. Quelle que soit la nature de ce complément. Quant au complément circonstanciel, il n'est pas impliqué par le sens du verbe. On y reviendra tout à l'heure dans notre troisième partie avec « Je travaille à Paris », où on se posera des questions sur justement l'analyse de « à Paris ». Alors là, c'est une petite révolution quand même. On voit bien que le « je vais à Paris », il est encore traité aujourd'hui de manière très régulière comme complément circonstanciel. Oui, mais le problème de « je vais à Paris », c'est que le « à Paris », on ne peut ni le déplacer, et on ne peut pas le supprimer. Parce que si vous dites « je vais », voilà, votre phrase n'a plus de sens. Donc, mais on reviendra tout à l'heure sur la différence entre complément circonstanciel de lieu et complément d'objet indirect, parce que c'est un cas sur lequel je voudrais attirer l'attention de nos collègues, parce que c'est l'un des cas les plus empoisonnants de là. C'est extrêmement compliqué de faire parce que parfois, on verra dans des exemples tout à l'heure que ça peut être tantôt un COI, tantôt un complément circonstanciel de lieu. Donc, prudence sur le complément circonstanciel de lieu. Le fameux prédicat ? Oui, alors le prédicat, j'en dirai un petit mot. Nous ne l'avons pas. Je rappellerai la chose suivante. Dans l'analyse prédicative que l'on fait d'une phrase, on peut couper une phrase en deux avec ce qu'on appelle le thème ou le sujet. Et tout ce que l'on dit de ce sujet ou du thème, c'est le prédicat. Le problème de cette analyse prédicative, c'est qu'elle met dans le même ensemble des compléments qui n'ont pas le même statut. Parce que si vous mettez dans le même ensemble des COD ou des COI, dont on vient de dire qu'ils étaient impliqués par le sens du verbe, et des compléments circonstanciels qui ne sont pas impliqués dans le sens du verbe, en plus, compte tenu du fait que le complément circonstanciel, il est déplaçable, on peut le supprimer également, on met dans un ensemble quelque chose qui ne convient pas, qui ne structure pas la phrase en trois éléments. Et ces trois éléments, j'y tiens énormément, nous y tenons beaucoup, parce que quand vous dites « le facteur distribue le courrier quand le jour se lève », quand le jour se lève, c'est un complément circonstanciel, c'est aussi un groupe circonstanciel, mais là, ce n'est pas un groupe nominal, c'est une proposition. Et les programmes disent bien que la phrase complexe doit être analysée sur le modèle de la phrase simple, c'est-à-dire avec un groupe sujet, un groupe verbal et un groupe circonstanciel. Et plus tard, lorsque les élèves vont découvrir la subordination, ils verront qu'une proposition subordonnée, ce n'est ni plus ni moins, enfin ça peut être un complément circonstanciel. Et donc, ils auront bien toujours à l'esprit ces trois blocs, le groupe sujet, le groupe verbal et le groupe circonstanciel qu'on va construire aujourd'hui dans le temps qui nous reste. Alors justement, un dernier point peut-être, et puis après nous allons commencer l'analyse des constituants. Exactement. Sur cet ouvrage alors. Voilà, une dernière question, une des remarques que nous avons pu avoir concerne les types et les formes de phrases et la disparition de l'exclamation au titre des types. Alors, effectivement, dans la terminologie de 1997, l'exclamation était considérée comme un type de phrase. À l'aide de la diapositive que vous avez à l'écran, je vais essayer très rapidement de vous montrer que le type de phrase, que l'exclamation, n'est pas une forme, c'est un type.
Donc je répète tout d'abord que dans la terminologie que nous avons fixée, il y a 3 types, déclaratif, interrogatif, impératif. Ils sont non cumulatifs. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'un exclut l'autre. C'est soit déclaratif, soit interrogatif. Et nous avons 5 formes de phrases. Toutes ne sont pas au programme des cycles 2 et 3, mais je les redonne par souci d'exhaustivité, si je peux dire. Nous avons la forme exclamative, négative, passive, impersonnelle et emphatique. Donc prenons une phrase simple du type interrogatif « vas-tu venir ?» Donc c'est une phrase interrogative parce qu'elle est marquée par l'inversion du sujet et par le point d'interrogation. Donc là, nous sommes d'accord. Si vous modifiez la ponctuation de cette phrase en lui mettant un point d'exclamation, ça reste une phrase de type interrogatif, mais il y a une forme exclamative qui va montrer l'impatience, la colère de la personne qui prononce cette phrase. Mais ça reste une phrase interrogative. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour montrer que les formes de phrases se cumulent entre elles, on va aussi ajouter une négation. Ne vas-tu pas venir ? Ou même un adverbe, on pourrait dire « ne vas-tu pas enfin venir ?» Et nous avons ici l'agglutination du type interrogatif, de la forme exclamative et de la forme négative. Donc voilà, pour toutes ces raisons qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont le reflet de choses acquises depuis très longtemps, l'exclamation doit être considérée comme une forme qui modifie un type et non pas un type à part entière. D'accord. Donc là, j'ai une première réaction aussi justement sur cette crainte que finalement tout le monde ne partage pas au départ le même langage, que ce soit les élèves, les enseignants. Donc on sait aussi que le levier de la formation, de l'accompagnement va être essentiel. Oui. Dans ce cadre-là, c'est aussi l'objectif du plan français dont nous parlerons demain, puisque en effet, il va falloir aussi prendre ces temps-là, des temps d'échange, des temps de formation, et puis clarifier aussi pourquoi cette typologie-là et cette manière d'analyser les phrases va être plus profitable aux élèves. Parce que finalement, on a un sentiment un petit peu où on se dit, on en a eu plusieurs finalement formes de typologie ou d'analyse. Donc pourquoi celle-ci ? Ce qui est important, c'est de ne jamais faire de la grammaire pour faire de la grammaire. C'est montrer la plus-value que la grammaire apporte au sens d'une phrase. Quand on parle justement d'un type interrogatif qui est modifié par une forme exclamative, on accède à une compréhension supérieure de la phrase parce qu'on s'autorise, on va pouvoir faire un commentaire littéraire, c'est-à-dire un commentaire sémantique et ensuite littéraire. Parce que comme je vous l'ai montré, le fait de remplacer un point d'interrogation par un point d'exclamation n'est pas anodin. Ce qu'il faut dans toute formation, c'est ne rien imposer de manière verticale et autoritaire. Il faut montrer par des exemples clairs comment les choses se construisent pour persuader en somme le public, si vous voulez, du bien fondé de cette analyse. Il ne faut rien imposer. Il n'y a pas d'orthodoxie ou d'hétérodoxie. Nous avons essayé dans ce manuel de décrire les faits et les exemples et les tableaux synoptiques que nous y avons inclus sont cardinaux parce que c'est pour montrer que cette analyse n'est pas une analyse coupée de tout, qu'elle est prouvée par des exemples. Alors, nous allons peut-être avancer un petit peu, justement, dans cette analyse grammaticale. Les constituants de la phrase simple, donc vous les avez indiqués. Il y en a 3. Voilà. Le groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, finalement. On en a réduit à 3. On en est 3. Oui, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, on va montrer justement qu'ils sont de statut inégal, qu'ils n'ont pas la même importance, que les 2 premiers sont étroitement liés entre eux et que le 3e, c'est comme ce serait comme un atome qui tournerait autour d'un noyau, voilà, un élément périphérique. Alors, et vous avez conçu votre ouvrage avec une démarche qui est en fait répétée pour ces 3 parties. Exactement. Vous avez séquencé. Justement, dans le tome 2 de la grammaire du français qui est en cours d'achèvement, nous sommes plusieurs à y collaborer, notamment naturellement Philippe Monneret, le co-coordonnateur de cet ouvrage. Nous avons, à la différence du tome 1, prévu une présentation qui soit didactisée et problématisée. D'abord, c'est-à-dire le premier tome avait une visée un peu sommative, c'est-à-dire puisque les notions étaient toutes décrites, mais il n'y avait pas de didactisation. Cela n'était pas envisageable pour un tome 2 parce que nous n'avons pas besoin d'une énième grammaire du français. Donc nous avons prévu dans le tome 2
de décrire chacune des notions que nous allons aborder, ce qui expliquera aussi la taille de l'ouvrage, son volume également conséquent, en 7 étapes. D'une part, définition pour l'enseignant. Nos auditeurs nos collègues voient ces 7 étapes s'afficher. Définition pour l'enseignant, objectifs et démarches d'apprentissage, pour faire identifier telle notion, critères et manipulations, une progression à l'intérieur du cycle et à l'intérieur du cycle, à l'intérieur des classes du cycle. Comment bien construire les exercices est une partie fondamentale à laquelle nous avons attaché beaucoup d'attention lors de la rédaction, parce que c'était comment déjouer des pièges qui peuvent se glisser dans des exercices et remettre à mal le projet pédagogique du professeur, c'est-à-dire une notion qui est en somme mal éclairée avec des exemples qui ne conviennent pas. Ensuite, des propositions d'exercices distribuées en cycle 2 et cycle 3. Et une dernière partie, que je dirais conclusive, ce que les élèves doivent retenir et maîtriser. Les postures vis-à-vis de la grammaire de certains élèves sont compliquées, mais souvent on a aussi des difficultés à l'enseigner. Donc là, sur le groupe sujet, on va peut-être justement proposer des éléments sur le groupe sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe sujet, de cette fonction sujet, notamment dans une phrase déclarative? Vous allez me donner des exemples. D'accord. Alors, ce que je vous propose avec la diapositive que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est de présenter d'abord au cycle 2 et ensuite au cycle 3, parce que nous le verrons dans l'ouvrage qui est extrêmement récapitulatif, nous avons un certain nombre de notions, de tableaux récapitulatifs qui viennent circonscrire une notion dans le seul critère du programme du cycle 2 et du cycle 3. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est extérieur au cycle 2, donc tout ce qui concerne le cycle 4 et au-delà, ne sera pas traité dans cet ouvrage. C'est vraiment très important. Donc quand on voit le groupe sujet au cycle 2, on se rend compte qu'il concerne très peu de schémas. On a le nom propre, l'article et le nom commun, ensuite l'adjonction de l'adjectif antéposé ou postposé, ou le pronom personnel. Donc voilà, donc quelques structures, il y en a 5 en l'occurrence, qui sont extrêmement simples. Voilà. Ensuite, nous avons au cycle 3, par effet cumulatif, d'autres structures qui s'ajoutent, c'est-à-dire le déterminant possessif ou démonstratif, et surtout le groupe nominal prépositionnel complément du nom, le chat de mon voisin, qui est la dernière structure, en somme, celle peut-être la plus difficile, celle qu'il faut aborder à la fin. Donc on commence d'abord. Il est important pour le professeur, quand il va bâtir sa progression à l'intérieur de son cycle ou bien dans un autre cycle, ensuite en fonction de ses différents postes, d'avoir à l'esprit de manière très cadastrée ce que représente le groupe sujet et la fonction sujet dans la phrase simple, déclarative, active. Voilà. Et ces 2 tableaux résument tout ce qu'il faut savoir du point de vue, comment dit-on, sommatif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les différents schémas. Il y a un seul cas qui n'entre pas dans ce schéma, c'est quand nous avons un nom propre, un nom commun, sans article, quand on dit chien et chat se battent dans la cour, voilà, se promènent dans le jardin. Donc là, les éléments essentiels à maîtriser, finalement, exactement, par les enseignants, par les élèves. Maintenant, une fois qu'on a cela, passons à l'élément le plus essentiel, c'est-à-dire la didactisation. Donc la première chose, c'est comment faire... comment dit-on ? Comment faire comprendre à un élève, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le groupe sujet, comment lui faire comprendre. Alors, sémantiquement, et donc la première approche que je verrai sera sémantique. Dans la phrase active, le groupe sujet est, quand la phrase décrit une action, le sujet est celui qui commet l'action, c'est celui qui fait l'action. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire Eva mange un gâteau, le chat guette la souris. Lorsqu'on est dans le cadre d'un verbe attributif, c'est-à-dire qui décrit un état, le sujet est l'entité qui se trouve être dans cet état. Par exemple, le chat est blanc. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire d'un point de vue sémantique, il faut, et on commencera toujours par des verbes d'action, montrer que le sujet, le groupe sujet, c'est celui qui fait l'action. C'est celui qui fait l'action. Donc là, c'est important au niveau des élèves et au niveau des enseignants de les encourager à aller plutôt vers cette régularité qui consiste à dire le sujet
fait l'action. Exactement. Donc on n'occulte pas la question de l'attribut, puisqu'on Non, verra. il viendra plus tard, mais on insiste vraiment sur cette régularité. La première entrée, c'est un sujet, un actant, si vous voulez, c'est un être animé, alors que ce soit un être vivant ou un être vivant, un homme, un animal, etc. Et le verbe est clairement un verbe d'action. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc il y a un effet, une relation forte, sujet-verbe, qui explique cette relation. Ensuite, on parlera de l'attribut. Alors, donc ça, c'est la première entrée. Cette première entrée, elle est sémantique. La deuxième entrée, elle est syntaxique. Il faut faire comprendre à un élève que le sujet, il est le donneur d'accord. C'est celui qui va conditionner la forme du verbe. Le sujet donne son accord au verbe. Et il va lui donner en personne, il va le lui donner en nombre et même ensuite en genre, lorsque nous avons au passé composé des verbes avec un participe passé. Donc, mon frère arrive, mes frères arrivent, ENET. C'est en fonction, c'est le sujet qui va donner sa forme au verbe. Donc ça, c'est Là, on n'est plus dans une approche sémantique, on est dans une approche syntaxique, morphosyntaxique, pour être précis. Et nous verrons justement tout à l'heure qu'à l'opposé, la relation sujet, groupe circonstanciel n'est pas du tout la même, voire inexistante dans cette relation d'accord. Et c'est ça qu'on doit soulever auprès des élèves. Exactement. En fait. C'est-à-dire que là, on est en train de construire petit à petit le caractère intrinsèquement lié du groupe sujet et du groupe verbal. D'un point de vue morphosyntaxique, le sujet donne son accord au verbe, donc ça montre bien que ces deux éléments sont indissociables. Alors ensuite, donc toujours sur la diapositive que l'on voit, nous avons le sujet peut être un groupe nominal, et j'insiste dans Jean et dans la cour sur le fait qu'un groupe nominal peut se réduire à un seul élément, en l'occurrence un nom propre, ou bien le pronom personnel, et dans la phrase déclarative, parce que le français est une langue SVO, sujet, verbe, objet, dans la phrase déclarative canonique, le sujet précède le verbe. D'accord. Voilà, donc on a vu, donc maintenant, passons à l'étape suivante et demandons-nous à quel moment il faut introduire la fonction sujet. Alors la fonction sujet est, avec le verbe, le constituant le plus important de la phrase. Donc le groupe sujet doit être introduit dès le cycle 2. Et encore une fois, il faut partir dans la présentation du groupe sujet à l'élève, il faut partir du sens. Donc nous irons toujours de la sémantique à la morphosyntaxe. C'est la démarche que nous allons aborder dans le tome 2. Donc, on commence par montrer aux élèves des phrases où le sujet est très clairement l'entité qui accomplit l'action. Donc, le chat guette la souris, Jean apporte un gâteau. Et on évacue immédiatement des exemples où le verbe n'est pas clairement un verbe d'action. Par exemple, la sauce tomate accompagne les pâtes, l'église domine la vallée, Enzo a reçu un cadeau. Ce sont des exemples où on n'arrive pas à vraiment percevoir quelle action il y a. Donc pour bien faire comprendre à l'enfant que le groupe sujet, c'est celui qui fait l'action, c'est-à-dire il faut vraiment véritablement avoir cela comme exemple prototypique dans les premières étapes de la découverte du groupe sujet. Le groupe sujet, c'est un être animé et le verbe est très clairement et indubitablement un verbe d'action. Alors, on connaît nos élèves qui sont malins, qui vont toujours nous trouver ces contre-exemples, en fait. Donc, pour autant, on n'occulte pas, comme on le disait tout à l'heure, ces particularités-là, mais on renvoie quand même à cette règle générale. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, on est là pour l'instant dans la découverte d'une notion. On a dit la première étape, elle est sémantique. C'est une découverte. La découverte de la notion se fait d'un point de vue sémantique. Donc, il faut absolument que les exemples soient, si je puis dire, inattaquables. C'est-à-dire, on commence très clairement avec un être animé qui fait très clairement quelque chose. Un verbe du premier groupe et un complément inanimé, par exemple, comme COD, pour bien montrer qu'il y a celui qui agit et ensuite le deuxième élément complément du groupe verbal, c'est-à-dire le COD. Donc là, on est sur le sens, la relation donc, de l'action, du sujet vers le verbe, et donc l'autre point. La deuxième approche, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est une approche morphosyntaxique qui montre que le sujet donne son accord au verbe. Et donc, il faut le faire... cette approche morphosyntaxique, elle peut être difficile, mais pourtant elle est fondamentale parce qu'elle est la réalisation, c'est le fait que le sujet donne son accord au verbe est en somme la réalisation morphosyntaxique de la cohésion sémantique qu'il y a entre le sujet et le verbe, entre ces deux éléments qui sont inséparables. En somme, c'est l'accord
C'est l'accord je mange, nous mangeons, qui montre bien la solidarité totale qu'il y a entre le sujet et le verbe. Donc la première approche, on l'a dit, elle est sémantique. Et dans une deuxième approche qui montre le sujet qui donne son accord au verbe, c'est de la morphosyntaxe. Mais cette morphosyntaxe, elle est la réalisation, en somme, de cette cohésion sémantique qu'il y a entre ces deux éléments. Donc, on va mettre en place une progression aussi. Oui, exactement. Dans cette approche-là, dans cette façon de fonctionner. Puis, vous nous direz aussi comment, justement, on va pouvoir mettre en place de la manipulation. Bien sûr. Progression. Je préciserai juste pour dire que ce critère de cohésion sémantique entre les deux éléments et le sujet et le verbe, donc le sujet qui donne son accord au verbe, c'est un critère qui ne souffre aucune exception. Donc c'est vraiment très indispensable de le mettre en œuvre. Après le critère sémantique, le critère morphosyntaxique, il n'y a rien qui puisse venir l'entraver. Progressons donc dans cette approche. Donc en ce qui concerne quelques mots rapidement sur la progression, l'élément le plus essentiel au cycle 2 au moment de la découverte de la notion, c'est de montrer que le sujet et le verbe fonctionnent ensemble, que le sujet donne ses marques d'accord au verbe. Et, comment dit-on, c'est seulement au cycle 3 qu'on va complexifier la tâche avec le sujet inversé dans le type interrogatif, avec les sujets qui sont constitués de plusieurs noms ou de plusieurs groupes nominaux, avec des sujets qui sont inversés, au loin brille le phare, par exemple. Donc il y a vraiment dans la progression, et je n'en parle que très rapidement parce que je n'ai pas le temps de m'étendre, mais véritablement, c'est de partir de la structure la plus simple et de complexifier la tâche au cycle 3. Alors, quelle manipulation nous pouvons faire dans une classe ou encourager les enseignants à avoir quel type de manipulation avec leurs élèves? Exactement. Alors, il y a plusieurs tests, en somme plusieurs manipulations qui peuvent être mises en œuvre dans les classes pour faire comprendre à un enfant ce qu'est le groupe sujet. Alors, le premier test, par exemple, c'est le présentatif c'est qui. Le c'est qui, c'est le seul constituant. Le groupe sujet, est le seul constituant qui peut être extrait de la phrase avec le présentatif. Qui va répondre à c'est qui. Voilà. Le chien aboie, c'est le chien qui aboie. C'est-à-dire avec le présent, en plus qui est une formule qui est fréquente dans la langue, que les enfants utilisent volontiers. Donc ce présentatif est très utile parce que c'est le chien qui aboie. Donc le chien aboie nous permet d'isoler immanquablement le groupe sujet dans la phrase. Donc c'est l'un des Donc le c'est qui, on a aussi le qui est-ce qui. Voilà, il y a qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, naturellement, qui peut être utilisé. Donc par exemple, le chien aboie, qu'est-ce qui aboie? Ou bien le réveil sonne, qu'est-ce qui sonne? En fonction du caractère animé ou inanimé. Donc là encore, ces deux manipulations principales, il y en a d'autres, mais au cycle 2 et 3, ce sont les plus simples, permettent d'isoler avec certitude le groupe sujet au sein de la phrase. Donc on peut globalement rassurer les enseignants, ce sont des pratiques qu'on voit régulièrement dans les classes, donc on veut conforter les enseignants. Exactement, à ce sujet. On peut les conforter sur le bien fondé de cette démarche. Et sur toutes les questions de transformation, alors tout ce qui est morphologique. Donc là, ce premier test, il était davantage sémantique. Celui que nous allons voir, ce que nous allons voir maintenant, conforte plutôt l'approche morphosyntaxique. Ce qui est important, c'est de faire à nos élèves des tests de transformation. Et si possible, des tests qui sont à la fois visibles et audibles, comme je mange du chocolat et nous mangeons du chocolat, ou je chante une chanson, nous chantons une chanson. Parce que dans ces cas-là, on voit bien que la différence du sujet implique une modification de l'accord de la forme verbale. Donc passer finalement plus de temps sur ces transformations. Ça, c'est quelque chose que l'on voit peut-être moins en classe et qu'on peut éventuellement souligner ou en tout cas proposer. Et surtout, oui, ce qui est utile, c'est qu'elles soient visibles et audibles, parce que quand on dit « il chante » et « il chante », compte tenu de l'importance des verbes du premier groupe au cycle 2, dans l'apprentissage de la conjugaison, l'ennui pour la troisième personne, c'est que ces formes-là ne sont pas audibles. Voilà. Donc plutôt avoir recours à la première personne, je mange et nous mangeons, je chante et nous chantons. Nous avons un autre critère aussi sur le fait qu'il ne soit pas forcément déplaçable. Oui. Alors le groupe sujet dans la phrase, dans la phrase canonique, le groupe sujet il est en tête de phrase et il n'est pas effaçable. Voilà, sauf cas particulier. Ça c'est un
un élément à utiliser avec prudence parce que nous pouvons avoir un groupe sujet en facteur commun. Enzo est arrivé à l'école, a enlevé son manteau et fait un bisou à Chloé. Dans ces cas-là, le sujet n'est pas répété, mais c'est normal, il est mis en facteur commun. Donc, on peut l'utiliser dans le cadre d'une phrase simple. Simplement, un élément qui est dit n'est pas une vérité absolue et devra être ensuite modulé dans la suite de l'apprentissage. Et si je devais maintenant conseiller les enseignants sur la façon dont il faudrait qu'ils préparent les exercices, ou en tout cas choisissent les manuels qui vont proposer des exercices, ou pour le coup, dans le tome 2 qui va apparaître, il y aura une batterie d'exercices qui seront conçus pour ça. Donc, ils pourront être une aide efficace, mais comment on va accompagner les enseignants dans cette vigilance par rapport aux exercices et aux phrases proposées? Donc, on a parlé, pas pour me répéter, mais il y a des choses qui sont forcément un petit peu tautologiques dans mon exposé. Toujours dans la construction des exercices, partir du groupe nominal le plus simple, c'est-à-dire un nom propre isolé, un nom propre tout seul, qui constitue à lui seul un groupe nominal, et qui sont ou bien une entité active, comme une personne, etc., qui montrent très clairement que le sujet est celui qui fait l'action. Donc la première, pour bien construire les exercices, le premier réflexe, enfin en ce qui concerne le groupe sujet, le premier réflexe, c'est la valeur sémantique du sujet, c'est-à-dire un sujet qui est clairement et indubitablement un nom d'action ou un être animé qui va faire, qui va produire quelque chose. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura bien stabilisé petit à petit l'apprentissage du groupe sujet, avec un verbe et un COD, on pourra introduire un verbe attributif comme rester, sembler, être, et montrer justement que dans le groupe sujet, il ne faut pas non plus que les élèves disent le groupe sujet c'est forcément une action, parce que dans le cas du verbe attributif, précisément, il n'y a pas d'action. Ensuite, dans la nature grammaticale du sujet entre le cycle 2 et le cycle 3, j'en reviens encore une fois à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire on part des sujets les plus simples pour ensuite, c'est-à-dire des groupes nominaux les plus simples, avec des formes qui sont ensuite complexifiées et des sujets qui sont ensuite inversés, qui sont rédupliqués dans le cas où l'interrogation comporte un nom propre. Où Tom est-il? Où Tom se trouve-t-il? Dans ces cas-là, il y a à la fois le nom propre et le sujet, donc ce qu'on appelle un emploi complexe, en somme, au sein de l'interrogation. Donc petit à petit, les groupes nominaux sont enrichis. J'ai une première réaction aussi par rapport à ça, où une personne me pose la question comment faire identifier le sujet par les élèves dans une forme passive. Donc là, on est aussi sur une particularité, la forme passive. Ah oui, mais on abordera la forme passive que uniquement lorsque la forme active, elle est totalement maîtrisée. Donc effectivement, c'est-à-dire que le fait de dire le chat guette la souris ou la souris est guettée par le chat, sémantiquement, c'est exactement la même chose. Mais pour arriver à comprendre que le sujet, en somme, d'un point de vue sémantique, est le patient de l'action, parce que la souris est guettée par le chat, c'est une souris, effectivement, qui est en position de patience, si je puis dire. C'est le chat qui fait l'action. Mais pour en arriver à cela, disons, ce processus peut être fait, mais il faut d'abord que la voix active soit parfaitement maîtrisée. C'est cela l'élément essentiel. Nous allons être pris par le temps, donc oui. Nous allons passer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que nous pourrions conseiller? Oui, alors pour le groupe sujet, par rapport à certains points, peut-être dire que dans des phrases du type Pierre ferme la porte, Pierre n'est pas le sujet de ferme, c'est une apostrophe. Voilà. Donc là aussi, dans le cas des créations d'exercices, être très vigilant, parce que ça ressemble sémantiquement à un sujet, naturellement, mais grammaticalement, ce n'est pas un sujet, c'est une apostrophe. Et donc, en fait, l'enseignant peut être très facilement piégé aussi par ces éléments-là. Oui, c'est aussi l'objectif de votre ouvrage, de donner une batterie d'exercices qui peut être construite de manière progressive et pas être dans l'évitement, mais en tout cas amener au moment où l'enseignant le souhaitera une réflexion à ce sujet. Oui, bien sûr. Donc là, nous allons entamer la deuxième sous-partie et nous attaquer maintenant à un autre constituant de la phrase simple, le groupe verbal, qui n'est pas une mince affaire. On a déjà vu la relation avec le groupe sujet, donc on va approfondir un peu plus. Alors, ce groupe verbal, du coup, qu'est-ce que nous pourrions en dire? On va commencer, comme d'habitude, par un petit tableau synoptique qui réactualise qui donne sous forme d'équation. Nous en utilisons assez volontiers dans l'ouvrage.
Voilà, la diapositive apparaît désormais, qui donne les différents formats du groupe verbal, avec soit le verbe tout seul, soit un verbe accompagné, donc GN, groupe nominal, ou GNP, groupe nominal prépositionnel, donc les différentes structures qui sont celles du cycle 2 et du cycle 3. Il n'y en a pas d'autres. Nous avons tout réuni en une seule structure. Donc le verbe, avec le verbe accompagné d'un COD, ou bien d'un COI, ou bien d'un COD et d'un COI, de deux COI, ou bien le verbe et l'attribut du sujet. Voilà quelles sont donc les différentes structures du groupe verbal. Il n'y en a pas d'autres. Alors, c'est relativement simple, bien qu'il n'y a pas énormément de structures. Alors, l'élément le plus essentiel à retenir, c'est, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redirai, c'est l'implication sémantique des compléments d'objet avec le verbe. Le COD et le CEI sont toujours déterminés par le sens du verbe. Quand on dit le chat mange une carotte est un nom qui est compatible avec le sens du verbe manger. Voiture ne fonctionne pas. On peut dire Zoé va à la maison, mais Zoé va à la carotte, ça ne veut rien dire. Donc il est véritable... Insister sur le sens, en fait. Voilà, exactement. C'est pour ça que la première approche, elle doit être sémantique. La première approche doit véritablement être sémantique. C'est-à-dire, le COD et le COI sont impliqués par le sens du verbe, à la différence du complément circonstanciel, qui, lui, n'est pas du tout impliqué par le sens du verbe. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la partie sens, sémantique. Oui. Maintenant, il y a aussi la partie morphosyntaxique, comme pour le groupe sujet. Exactement. Donc là, est-ce qu'on a des éléments que l'on peut évoquer? Oui, très simplement. Alors, ce qui est important dans le groupe verbal, c'est de montrer que les constituants autres que le groupe sujet n'ont pas d'incidence sur l'accord entre le sujet et le verbe. C'est-à-dire, quand je dis « je chante une chanson » ou bien « je chante des chansons », une chanson ou des chansons n'ont pas modifié l'accord entre le sujet et le verbe. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que la relation entre le sujet et le verbe n'est pas remise en cause, n'est pas altérée par le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Alors, ne parlons même pas du complément circonstanciel qui, lui, est totalement absent du triptyque, si je puis dire. Mais d'un point de vue morphosyntaxique, le COD et le COI ne modifient pas l'accord entre le sujet et le verbe. Donc ça, c'est important. Finalement, c'est quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins dans les classes. Toute la question, par contre, qu'on voit travailler, c'est la nature de ce groupe verbal et des COD, des COI. Donc là, à quel moment on l'aborde et comment on aborde ces questions-là? Alors, du point de vue de la nature, effectivement, c'est relativement simple. Le COD, ça peut être soit un groupe nominal, soit un pronom personnel. Donc voilà, là, il n'y a que deux structures possibles, c'est relativement simple. En ce qui concerne le COI, cela peut être soit un groupe nominal prépositionnel ou bien un pronom personnel précédé d'une préposition, je parle de lui, ou bien un pronom personnel tout seul, je lui parle. Et en ce qui concerne l'attribut du sujet, sa forme est également très simple, ça peut être soit un adjectif, soit un groupe nominal. Voilà. Donc, il y a, du point de vue des constituants, il y a très peu de structures qui doivent être mises en œuvre. Donc sur la question de la progression, quelle progressivité sur ces notions-là? Alors, le groupe verbal, c'est très clairement le groupe du cycle 3. C'est-à-dire qu'au cycle 2, les élèves apprennent à reconnaître le sujet, qui est le premier que l'on emploie, mais ils reconnaissent le groupe verbal, si je puis dire, mais ils ne sont pas en mesure de distinguer, d'analyser et de reconnaître ces différents constituants. C'est seulement au cycle 3 que l'on va analyser en détail le groupe verbal en faisant la différence entre le COD, le COI, ensuite en introduisant le verbe attributif et l'attribut du sujet. Et comment dit-on, l'objectif qui va être l'un des objectifs du cycle 3, et on y reviendra tout à l'heure si on a un peu de temps, c'est de ne pas analyser dans Sophie et médecin, de ne pas analyser médecin comme un COD. Voilà, ça va être l'un des objectifs phares, si je puis dire, dans l'analyse et le séquençage des éléments du groupe verbal.
Donc, sur le même principe que pour le groupe sujet, quelles sont les manipulations à encourager Oui. en classe, auprès des enseignants? Comment on peut leur demander de réagir avec leurs élèves et d'enseigner justement un peu la manipulation autour du groupe verbal? Comment le reconnaître? Comment le travailler? D'accord. Alors, on va peut-être, justement, pour répondre, peut-être avant de parler des manipulations, peut-être faire je complète, puisque nous avions fait une diapositive à ce sujet, rappeler comment peut-on présenter à nos élèves la différence entre le COD et l'attribut du sujet. Voilà. Comment faire en sorte, comment évacuer une bonne fois pour toutes ce COD dans Jean et médecin. Alors, quand on part de deux, il faut montrer à nos élèves que sujet et COD, donc encore une fois présentation sous forme de diapositive, ce sont deux éléments distincts. Et tandis qu'un sujet et un attribut du sujet, c'est un seul élément. Quand on dit Jean mange un gâteau, on a très clairement deux éléments, Jean et le gâteau. En revanche, quand on dit Jean est médecin, nous n'avons qu'un seul élément, parce que Jean est aussi le médecin et le médecin est aussi Jean. Et donc, avec ce raisonnement un peu arithmétique que l'on fait un peu mathématique, on montre à nos élèves, c'est-à-dire qu'avant d'analyser la phrase, et c'est toujours pour cela qu'on commence par la sémantique, on comprend la phrase. On comprend la phrase. Et avec ce type d'exemple, on arrive à comprendre que la différence fondamentale qu'il y a entre un COD et un attribut du sujet. Donc, une fois qu'on a clarifié ça pour les exemples qui s'y prêtent, oui. On arrive là sur comment on y fait identifier aux élèves le groupe verbal, par quelle manipulation, du coup? Exactement. Alors, il y en a plusieurs. Certaines ne sont pas toutes abordables au cycle 2 ou au cycle 3. Donc, l'une des plus simples, c'est peut-être la question « que fait ?» Question qui s'affiche à l'écran. Par exemple, que fait Léo? Que fait Émile? Que fait Lisa? Léo donne un cadeau à son ami. Émile ouvre un paquet. Lisa ouvre à ses parents. C'est l'une des... Comment dit-on, c'est peut-être la question la plus simple que l'on puisse utiliser pour faire identifier le groupe verbal dans son ensemble, c'est-à-dire le verbe proprement dit et ses compléments. Voilà. Il y en a d'autres, je n'en parlerai pas d'abord d'une part par faute de temps, et ensuite parce que ce sont peut-être des processus d'identification un peu compliqués à ce niveau de la scolarité. Donc pour le groupe sujet, qui est-ce qui? On est d'accord, on l'a vu. Oui. C'est qui? Et pour le groupe verbal, finalement, que fait? Voilà. On avait vu le présentatif, c'est qui ou qui est-ce qui, qu'est-ce que? Et là, autre question, c'est-à-dire que fait? D'accord. Voilà. Et sur les COD, maintenant, les compléments d'objets directs, comment on peut travailler avec les élèves pour les faire identifier? Alors, effectivement, donc on va justement, autre question, la question qui est-ce qui, qu'est-ce que? Cette fois-ci, on a remplacé le deuxième qui par un que. Donc là, nous avons une façon simple de faire identifier le COD. Julie regarde Marie, qui est-ce que Julie regarde? Ou bien pour un être inanimé, Julie regarde l'école, qu'est-ce que Julie regarde? Donc là, nous avons une façon de présenter, de faire identifier le COD en classe. Encore une fois, je passe parce qu'il y a... le temps nous est compté. Encore une fois, je l'ai déjà dit et je le répète, ne pas oublier de rappeler à nos élèves le caractère SVO de la langue. La langue est une langue, le français est une langue sujet, verbe, objet. Toutes les structures sont représentées dans les langues du monde. Donc, la place du constituant peut être aussi un critère très simple. Il n'est pas absolu. Il n'est pas général, c'est-à-dire on trouvera toujours des contre-exemples, mais dans le cas de l'apprentissage, de la découverte d'une notion, c'est un critère qui peut être utilisé, à condition que les phrases soumises aux élèves correspondent naturellement. Sur les COI, est-ce qu'il y a une distinction? Oui, alors pour le COI, voilà, nous avons par exemple, c'est la question préposition plus qui ou quoi, qui est l'un des éléments, l'un des procédés pour faire analyser le COI. Donc Marie parle de Paul, de qui? Marie parle de Paul, de qui parle Marie? Marie parle de l'école, pardon, de quoi parle Marie? Voilà, c'est l'un des critères. Un autre élément dont on peut parler également pour le COD et le COI, mais il faut les manipuler avec prudence, c'est le critère de l'effacement. Quand on dit, on pourrait dire, mais ce serait réducteur et surtout ce serait erroné, que le COD est un constituant obligatoire. Mais vous pouvez dire Marie mange une pomme, mais vous pouvez dire aussi Marie mange. Et la phrase n'en devient pas agrammaticale, elle n'en devient pas incorrecte. Donc le critère de l'effacement, de même vous pouvez dire Marie parle à Pierre, mais vous pouvez dire aussi Marie parle. Il nous manquera une précision. Donc le critère de l'effacement,
il est extrêmement... disons que pour le COD et le COI, il n'est pas déterminant. En revanche, quand on parle de l'attribut du sujet, et c'est ce qui apparaît sur la diapositive, lui, il n'est jamais effaçable. Si on enlève l'attribut du sujet, que cet attribut du sujet soit un nom commun ou un adjectif, en revanche, la phrase n'a plus aucun sens. La phrase tombe d'elle-même. Et pour faire identifier l'attribut du sujet, on peut utiliser la question « comment ?» mais elle ne fonctionne que pour les adjectifs. Donc, mon sac est neuf. Comment est mon sac? Par rapport aux exercices à proposer aux élèves, il y a forcément des vigilances qu'on va encourager aussi. Alors, rapidement, à la vitesse d'une charge de cavalerie. Mais le tome 2 va paraître, donc exactement, voilà. nous aurons le support. Donc, juste quelques éléments rapidement. Par exemple, pour des adjectifs concernant le COD, il faut se méfier comme de la peste de l'article partitif. Je mange de la tarte. Je bois du lait. Les articles partitifs sont dangereux parce que surtout ceux où on voit apparaître clairement la préposition, dans de là, le problème, c'est qu'il ne faut pas dire à un élève un COI est introduit par une préposition, mais dans le cas de la tarte, le de, ce n'est pas une préposition en tant que... Enfin, c'est un élément constitutif de l'article partitif. Donc, on évacue dans les exemples l'article partitif de la, du ou sa forme négative de. Autre exemple qui va poser problème et qu'il ne faut pas présenter à la... pour lequel il faut être vigilant dans l'étude de la notion, c'est le pronom personnel objet, je le mange. Parce que le la ou le lait, en plus, sont homonymes de la forme de l'article défini. Alors, une réaction justement d'une participante qui nous dit « Mais le chat mange une voiture » et l'imagination dans tout ça. Un quid de l'imagination. C'est vrai que si on est dans une séance finalement d'enseignement de la grammaire, on ne va pas occulter ses côtés imagination, mais il ne va pas permettre d'arriver à l'analyse souhaitée. Oui, parce que effectivement, si on prend au pied de la lettre ce que je dis, c'est-à-dire qu'on évacue tout le conte, le merveilleux et tout ce qui plaît aux enfants. Mais là, c'est-à-dire que pour arriver à comprendre que éventuellement un chat mange une voiture, pour y arriver, il faut d'abord qu'on ait construit la première strate, à savoir en partant d'un verbe d'action, d'un sujet animé, d'un verbe d'action et d'un COD qui est sémantiquement compatible avec le sens du verbe. Et c'est-à-dire que pour répondre à notre collègue qui intervient à bon propos, enfin je veux dire, simplement, avant d'arriver à cette part d'imagination, etc., qui peut être présente dans des contes, notamment pour enfants. Il faut d'abord, c'est pas avec ce genre d'exemple qu'on va construire une notion. Et donc, par contre, une autre question, ne faut-il pas identifier le verbe avant de trouver le sujet? Est-ce qu'il y a un ordre dans la démarche ou est-ce que l'un peut se faire en même temps? Que les deux se font ensemble. Les deux se font ensemble parce que ce sont vraiment deux éléments qui sont totalement soudés, quoi. Qui sont vraiment véritablement soudés et il faut vraiment les aborder ensemble. Donc on le rappelle, dans l'ouvrage apparaître, il y aura donc les démarches aussi que vous évoquiez, puisque là, nous avons aussi une question par rapport à des supports ou des méthodes existantes aujourd'hui qui respecteraient ces démarches-là. Donc c'est tout un travail aussi, cet accompagnement finalement actuellement, tant que le tome n'est pas paru, on peut parfaitement réfléchir avec les équipes sur les supports aujourd'hui existants qui respecteraient ces démarches ou qui faciliteraient ces démarches-là auprès des élèves. Nous allons poursuivre parce qu'il y a quand même ce dernier constituant qui est à la fois simple, mais qui est à la fois différent, puisque vous l'isolez un peu différemment de ce qu'on a pu voir par le passé. Donc le groupe circonstanciel, c'était important quand même qu'on le revoie ensemble, qu'on l'identifie ensemble et qu'on ait des processus d'identification à communiquer aux enseignants. D'accord. Avec plaisir. Alors, j'avais un petit regret, pardonnez-moi si vous m'autorisez de revenir un instant sur le groupe verbal, mais j'ai un tout petit regret dont j'ai envie de parler pour montrer combien le diable se cache dans les détails. Vous vous rappelez, on avait parlé ensemble une fois du verbe attributif avoir l'air. Et avoir l'air va nous poser des problèmes parce qu'on peut dire Marie a l'air heureuse ou bien Marie a l'air heureux. Et dans quel cas on accorde au masculin ou dans quel cas on accorde au féminin. Quand on dit Marie a l'air heureuse, ça peut signifier elle semble heureuse. C'est-à-dire qu'on émet un doute sur le bonheur de Marie. C'est-à-dire on n'en est pas certain. Mais quand on dit Marie a l'air heureux
au masculin, dans ces cas-là, l'air... Une petite déclaration, enfin, voilà, on le constate. et oui, heureux est l'épithète de R, et l'R est lui-même le COD du verbe avoir. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, certaines choses qui peuvent paraître anodines vont poser problème. Et quand vous me parliez tout à l'heure, quels sont les éléments de prudence que vous avez repérés, c'est vraiment tout l'objet du tome 2 de la grammaire du français, c'est de lister méthodiquement tout ce qui va poser problème à nos collègues, à nos professeurs. Donc le groupe circonstanciel, alors, troisième le groupe constituant, finalement, qui semble souvent parfois le plus simple et assez facilement identifié par les élèves. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà. Alors, du point de vue, encore une fois, partons toujours de notre petit tableau synoptique. Au cycle 2 et 3, nous n'avons que 3 natures possibles pour le groupe circonstanciel. Un groupe nominal, le lundi, top, je vous foot. Un groupe nominal prépositionnel, en France, les paysages sont variés. Ou bien un adverbe, Léa va souvent en Espagne. Donc voilà les structures les plus simples. Ensuite, nous aurons la structure plus complexe, sera avec la proposition subordonnée. Comme je disais tout à l'heure, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Mais voilà les structures fondamentales les plus simples, celles sur lesquelles il faut véritablement s'appesantir. Alors, ce qui est important, si on doit définir très rapidement le groupe circonstanciel, sur le plan sémantique, à la différence du complément d'objet, il n'est pas impliqué par le sens du verbe, sauf dans les comptes. Voilà, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire le groupe circonstanciel n'entretient pas de rapport nécessaire avec le sens du verbe. Quand vous dites le facteur distribue le courrier, vous pouvez dire quand le jour se lève, c'est un complément circonstanciel de temps. Vous pouvez dire le lieu, il distribue le courrier dans ma rue. Cette fois-ci, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il distribue le courrier avec beaucoup de soin, c'est un complément circonstanciel de manière. Mais rien ne permet de prédire quel va être le contenu sémantique de ce complément circonstanciel. Donc, comme il a ce lien extrêmement lâche avec les deux autres, c'est-à-dire le sujet et le groupe verbal dont on a montré l'unité et le caractère insécable, c'est-à-dire ils sont extrêmement unis, eh bien, à partir de là, il en est déplaçable et il en est même facultatif. Donc, si on devait... Moi, je pense qu'il faut dessiner la grammaire. Et si on devait dessiner les trois compléments, les trois groupes de la phrase, on représenterait les deux attachés comme par une alliance, et puis le troisième se promenant tout autour. Pourquoi il se promène? Parce qu'il est déplaçable, et parfois il se déplace tellement loin qu'il s'en va, et en somme on ne le voit plus, il est facultatif, il disparaît. Voilà. Donc vraiment, l'élément essentiel, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ce groupe circonstanciel et le verbe. Il est déplaçable, il est facultatif. Alors, on l'introduit quand? On l'introduit au cycle 3, naturellement, et c'est à ce moment-là, au moment où l'élève, on l'a dit tout à l'heure, le groupe verbal au cycle 2 est abordé dans sa globalité. Au cycle 3, l'élève comprend distingue les différents éléments constitutifs du groupe verbal et à sa suite, naturellement, il comprend ce qu'est le groupe circonstanciel. Et c'est d'autant plus important qu'on l'a vu tout à l'heure, je reviens un instant sur la diapositive, un groupe circonstanciel, ça peut être également un groupe nominal. Donc il est très important de dire dans le lundi, Tom joue au foot, il ne faut pas dire le lundi, il est en tête, donc c'est un sujet. Voilà, parce que somme toute, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un sujet dans les structures prototypiques qu'on a vues du sujet au début de notre exposé. On disait c'est un article défini accompagné d'un nom. C'est exactement le cas de le lundi. Donc c'est pour cela que lui, il apparaît tout à la fin et qu'on a toujours cette approche avant tout qui est sémantique. Et donc là, si on revient sur ce que vous disiez, l'approche sémantique, donc le sens, oui. Le fait qu'il soit déplaçable, facultatif, oui. C'est pour ça que vous le disiez tout à l'heure, je vais à Paris. À Paris ne peut pas être un groupe circonstanciel. Non. Ça ne fonctionne pas. Non. Et justement, prenons un autre exemple, justement. Merci pour cette question. Prenons un autre exemple quand on dit Marie joue à lancer un ballon dans la cour. Un exemple très simple. Marie s'amuse à lancer le ballon dans la cour. Qu'est-ce que c'est dans la cour? Reprenons la phrase. Marie s'amuse à lancer un ballon dans la cour. Si dans la cour est le lieu du jeu,
Marie, elle est dans la cour et elle s'amuse à lancer le ballon. Dans ces cas-là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Mais si je dis, si dans la cour est la destination du ballon, c'est-à-dire Marie s'amuse à lancer le ballon dans la cour, dans ces cas-là, ce n'est plus un complément circonstanciel de lieu, c'est lié au sens du verbe lancer. Et dans ces cas-là, le dans la cour, c'est pas qu'il devient, c'est qu'il est un COI. Donc, quand nos collègues vont faire un travail sur le complément circonstanciel de lieu, et nous allons y consacrer un long développement dans le tome 2 de la grammaire du français, il faudra véritablement se méfier, comme de la peste, du COI comportant un nom de lieu, un nom géographique, et du complément circonstanciel de lieu, parce que même dans un exemple très simple, Marie travaille à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire Marie travaille à Paris? Si à Paris est le lieu de son travail, dans ces cas-là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc là, vraiment, l'objet de votre discours, c'est d'insister sur la question de la sémantique, hein. Vraiment le sens de la phrase, la compréhension qu'on a de cette phrase, la compréhension de la situation, qui fait que derrière, l'analyse va s'effectuer de cette manière. C'est le cœur de notre approche. L'approche, elle est avant tout sémantique. Donc comprendre la situation et ce qui se passe. Exactement. Donc il nous reste 1 minute. Donc on va conclure peut-être justement sur finalement les groupes qui sont les plus courants, on va dire, les groupes circonstanciels les plus courants, qu'on rencontre le plus fréquemment. Donc on les connaît tous bien finalement. Il y en a 3. Voilà, il y en a 3, puisque le groupe circonstanciel, qui peut avoir bien d'autres valeurs, au cycle 4, la liste des compléments circonstanciels sera grandement enrichie. Au cycle 2, au cycle 3, nous n'avons que 3. C'est le lieu de l'événement, le moment de l'événement et la cause de l'événement. Donc c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Et s'il y en a un qui pose problème, celui qui peut paraître pourtant anodin et ne poser aucun problème, c'est le premier de la liste, c'est le lieu de l'événement. Voilà. Parce qu'il va y avoir dans de très nombreux cas un risque de confusion possible. Enfin, c'est plus qu'une confusion, c'est-à-dire que dans de très nombreux cas, les deux interprétations vont être possibles. Et soit l'analyse comme complément d'objet indirect ou comme complément circonstanciel de lieu va être possible, en fonction de la manière dont on comprend la phrase. Et c'est précisément notre tâche dans la rédaction de l'ouvrage, c'est de mettre les professeurs en garde contre ces analyses. Enfin, contre cette amphibologie, ces situations un peu ambiguës, où ça peut être soit l'un, soit l'autre, en fonction du sens que l'on donne à la phrase. Un dernier point éventuellement sur ce groupe circonstanciel ? Alors peut-être comment le faire identifier. Faire identifier. Alors l'un des procédés les plus simples, il n'est pas systématique, mais disons qu'à ce niveau de la scolarité, il fonctionne bien, c'est la reprise avec le fait. Parce que la reprise avec le fait permet d'isoler avec cette reprise le verbe et son COD et de ne laisser que le sujet et le complément circonstanciel. Donc Émile joue au tennis tous les dimanches. Si vous dites Émile le fait tous les dimanches, ce qui reste après le fait, c'est nécessairement le complément circonstanciel. Le tome 2 est en cours de finition, on va dire. Il est en train de se terminer. Et donc, avec cette démarche vraiment à la fois didactique, mais aussi pédagogique, quelle démarche, les supports. Donc, vous aurez quand même de quoi être outillé pour accompagner les enseignants aussi. Donc, notamment dans le cadre du plan français que nous évoquerons demain. Je regarde encore. Je vois, mais vous l'aviez senti, puisque vous aviez débuté votre présentation avec le Je vais à Paris. Le Je vais à Paris qui interroge encore. On sait que ça va être aussi le point sur lequel il va falloir travailler pour être tous d'accord. Donc merci à vous en tout cas, Monsieur Poli, pour votre intervention d'aujourd'hui.